C'est une nouvelle journée qui commence et nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, d'en passer les premières heures avec vous. Soyez les bienvenus dans le débat de Nana FM. Nous sommes le mercredi 27 janvier 2021. Et ce jour, c'est Djeri Tama, le président du Nouvel Engagement Togolais et du groupe parlementaire Net PDP qui est notre invité. Avec lui, nous revenons sur les préparatifs des élections régionales et les accusations persistantes sur une exploitation pétrolière dans les eaux togolaises. Ce débat se fera comme tous les jours avec vous, chers auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Romain Aziablé à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou et le débat de Nana FM, c'est parti. Djeri Tama, bonjour. Bonjour. Alors, hier soir, autour de 19h, étiez-vous devant votre poste téléviseur? Un bon patriote et un bon amoureux de la télé et du football, bien entendu, que j'étais accroché moi, à mon poste téléviseur. Et déçu ou plutôt satisfait du jeu des éperviers qui finalement sont éliminés du championnat d'Afrique des Nations? Grosse désillusion. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez suivi, je suppose, comme moi-même, c'est que c'est pas un match qu'on a perdu à 1-0 ou bien à 2-0. Quand vous faites un match, vous perdez à 1-0, à 2-0, voire 3-0, vous considérez que bon, voilà, vous n'étiez pas soit au niveau, mais là vous avez que à plusieurs reprises nous menions au score et nous avons été, deux reprises. À 2 reprises nous menions au score, nous avons été rattrapés et finalement nous avons perdu. Donc voilà, c'est beaucoup plus la grosse désillusion. J'ai été traversé par toutes les émotions. J'ai crié, hurlé, et puis et la désillusion était encore plus forte, d'autant plus que chaque fois nous avons été rattrapés assez rapidement, c'est-à-dire que ce soit sur le premier but ou le deuxième but. Même pas le temps de célébrer voilà, le but en fait. Je vous dis que sur le deuxième but, par exemple, j'étais en train d'écrire sur ma page Facebook but, le temps de finir but, là, ben, j'ai dit... Il y avait un autre but. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, j'étais en train d'écrire but, mais j'ai mis beaucoup de U, et le temps de finir le T, ben, j'ai dû effacer. Donc, c'est beaucoup plus ça. Mais bon, on peut aussi considérer que nos éperviers n'ont pas démérité. C'est leur première participation. Je pense que si je vais faire la mauvaise langue, je préférerais quand même que nos éperviers internationaux nous fassent vibrer autant que se retrouver à ne plus participer à des compétitions. Donc, je crois qu'ils ont pêché sur ce dernier match, la pas naïveté. Tout le monde sait au football que le moment le plus dangereux, c'est ceux qui suivent un but. Parce que y a une euphorie qui s'installe, on se relâche un peu. Et les Rwandais ont démontré ça. Toutes les fois où ils ont marqué un but, c'est juste à l'issue. Donc voilà, je pense que c'est un peu de naïveté. On a pêché là-dessus et puis on va en tirer des leçons. Alors, mais ce que je dois retenir, c'est que je remarque aussi qu'on a quand même de très bons joueurs locaux qui sont très bons. Et la présence de Claude Leroy dans la délégation, était-ce un élément positif ou négatif? Les commentaires vont bon train. Bon, après, vous savez, moi, je ne suis pas superstitieux, mais je peux aussi demander lui-même, il cherchait quoi là-bas. Bon, c'est-à-dire que toi, tu as ton équipe que tu entraînes, ça ne va pas. Toi-même, tous les jours, les Togolais disent, y compris moi-même, que c'est bon comme ça, il faut partir, quelqu'un va essayer. Bon, maintenant, tu te lèves et tu vois quel part on t'a pas appelé. Oui, bon, donc, ouais, on peut dire, nous sommes en Afrique, hein, que c'est sa tête qui est morte, comme on le dit. Donc, bon. Mais, voilà. Le football togolais est toujours vecteur d'espoir, ouais, il faut pas être cardiaque quand tu es supporter des éperviers. Parce que là, hier, on pensait que pour une fois, ça y est, on va être qualifié au premier tour d'une compétition majeure. Et puis bon, là, patatras, nous sommes tous restés tristes. Mais je crois quand même qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont démontré de belles choses. L'entraîneur n'a pas démérité, il a montré quand même une bonne capacité, une bonne organisation. Et comme je l'ai dit, on a découvert quand même que c'est pas uniquement dans les championnats internationaux qu'on a de bons joueurs. On a de très bons joueurs locaux et que peut-être que si c'est peut-être cette équipe-là qui jouait même au niveau de l'équipe nationale, peut-être qu'on peut aussi faire des merveilles. Donc je fais un clin d'œil à ceux qui peuvent changer d'entraîneur, y compris même d'équipe. On va dire que le message est passé. Alors, aujourd'hui,
Il est aussi question de ressources financières quand on parle de foot. Et les ressources financières, depuis quelques jours, il est dit que le Togo en a énormément sur la base d'un pétrole qui serait exploité offshore. Et Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, a interpellé l'Assemblée nationale afin qu'un travail soit fait dans ce sens et l'opinion située sur une exploitation au nom du pétrole au Togo, lui en tout cas en est convaincu. Quelle est votre opinion sur le sujet? Écoutez, bon, moi j'ai 3 éléments sur cette question-là. Je n'en sais absolument rien. Il faut dire la vérité parce que si un pays exploite du pétrole avec une compagnie, quelle que soit la compagnie, parce que c'est des grandes compagnies qui ont les moyens logistiques et financiers pour faire ce genre d'opération, aujourd'hui la transparence internationale fait que absolument cette compagnie-là déclare, même si le pays décide de faire de l'opacité, ben, quel que soit le cas, c'est que la transparence fait que la compagnie déclare. Ça, c'est le premier élément. C'est l'avant-premier élément même. Le deuxième élément, comme vous le savez, moi je suis un pêcheur, j'ai un bateau, je vais sur la mer 1 ou 2 fois par semaine. Je navigue, comme nous avons une côte qui est plutôt restreinte, 50 km, donc je navigue la plupart du temps sur les 50 km là, c'est pas très grand. Donc je fais régulièrement ce truc-là. Mais vous n'allez pas très souvent en eau profonde. Non, bon, on va sur la ligne de 100 mètres. Sur la ligne de 100 mètres, vous allez à peu près à 40-50 km. Vous savez, les eaux territoriales, c'est 12 miles, ça fait 17 km. Après, vous avez la zone, ce qu'on appelle la zone économique exclusive qui va très loin. Je crois à 200 km, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, non, 200 miles plutôt. 200 miles, ça fait à peu près 290 km. Donc, du coup, ce que je dis empiriquement, la plupart de ces plateformes-là, elles sont dans cette première zone-là. C'est-à-dire que, parce que il faut pas aller, c'est les piliers qu'on plante. Donc, vous n'allez pas aller sur un truc de 1000 mètres pour pouvoir planter vos piliers. On plante la plupart des piliers, les poteaux qu'on plante là, c'est souvent autour de, je vais dire, entre 20 et 50 km. Parce qu'après, voilà, il faut pas confondre. Plus on avance en mer, plus c'est profond. Plus c'est profond. Au Togo, vous tombez déjà sur 200 mètres au bout de 50 km, vous tombez déjà sur des fonds de 200 mètres. Et puis après, vous avez un gros creux qui peut même descendre à 1000 mètres. Donc, empiriquement, moi, je ne parle que de ce que j'ai vu. Je dis empiriquement, je fais vraiment le yo-yo sur les deux trucs. Personnellement, j'en ai jamais vu. C'est pas parce que je dis que je n'ai pas vu que ça n'existe pas, mais je dis personnellement, et je pose la question, j'ai plus eu le temps, parce que c'est pas cette année uniquement, à plusieurs reprises, régulièrement. Déjà en 2018, il y avait eu... Donc, régulièrement, j'ai posé la question à toutes les personnes qui pêchent comme moi et qui écument ces zones-là. On n'a pas encore eu d'informations concernant des plateformes offshore. Ensuite, le problème, c'est qu'il faut partir du principe qu'une plateforme offshore, c'est pas juste une île qui n'a pas d'activité. Quand vous avez une plateforme, vous avez des ravitaillements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui amènent à manger à ceux qui sont là-dessus, qui les ramènent au port, parce qu'ils vont pas, ils restent un bout de temps, ils reviennent. Vous avez des gens qui vont faire des réparations sur les plateformes. Vous avez des gens qui vont faire des plongées sous-marines sur les plateformes. Donc, il y a toute une logistique et tout un entretien. Et quand vous allez aujourd'hui au port, ben, les bateaux qui sont amarrés en haute mer, ou bien qui sont amarrés sur notre port, vous voyez donc les gens, les navires qui se font, pour amener des gens sur les bateaux, pour les ramener. Il y a même une gendarmerie aux frontières qui s'assure qu'il n'y a pas des gens non qualifiés qui rentrent dans notre pays à travers nos différents ports. Et donc du coup, à ce jour, nous n'avons pas trouvé de traces de personnes qui travailleraient sur une plateforme et qui donc seront obligées de se ravitailler en eau, en alimentation, qui feraient la navette. Deuxième élément. Le deuxième élément, c'est que je suis quand même allé aux informations. Je ne veux pas forcément dire les sources. Justement, pas forcément sur vos observations empiriques, mais en tant que député, est-ce que vous avez tenté des approches? J'arrive. Justement. J'arrive. Donc, je suis allé aux informations et ce qui m'a été reporté, c'est que les seules prospections qui ont été faites, qui ont été confiées à une société qui s'appelait Andol, c'était même à l'époque où l'actuel président était ministre des Mines. On a trouvé un gisement intéressant sur la frontière béninoise. Il y avait non seulement du gaz, mais il y avait du pétrole light, donc de très bonne qualité. Le seul problème, c'est que c'était à 1900 mètres de profondeur. Et donc, du coup,
le coût de l'exploitation de ce forage-là, de ce gisement-là n'étant pas intéressant parce que après vous avez des coûts de production, ça a été abandonné et le puits même qui a été foré pour avoir le premier truc a été fermé. Il y a de cela quelques années, Eni, qui est un groupe italien, est venu, a prospecté, a trouvé des éléments comme ceux-là, mais ils n'ont pas foré, ils ont fait juste de la prospection. Mais tout ce qu'on a pu trouver est à des profondeurs qui rendent l'exploitation inintéressante. Donc ça, c'est le deuxième élément. Comme quand vous êtes député, que vous avez une information comme ça, vous avez le droit d'aller vers les experts. Vous n'êtes pas fondé forcément de donner la source de vos informations, et surtout quand c'est pas une information publique. Mais vous avez une obligation en tant que député d'aller vous renseigner pour dire, ben, au fait, il en est de quoi dans cette histoire-là. Dernier élément, c'est que j'ai rencontré, parmi les personnes ressources que j'ai rencontrées, quelqu'un qui m'a expliqué que sur les statistiques, le Togo, il y a beaucoup de tankers, les gros pétroliers. Et eux, qui font la queue sur les eaux. Eux, on les voit. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une sécurité sur notre port. Donc, vous avez beaucoup de gros tankers qui arrivent, qui ne viennent pas au port, qui restent à marée. Et maintenant, des petits tankers viennent récupérer le pétrole pour aller livrer dans les autres pays, y compris même le Ghana et le Gabon. Il y a des tankers qui viennent prendre le gaz, par exemple, sur les tankers à Lomé, et les envoient jusqu'au Gabon. Donc, du coup, quand ce pétrole arrive dans le pays, c'est enregistré comme quand on met origine pays, on met Togo offshore. C'est-à-dire qu'au fait, ça a été pris sur l'offshore, donc c'est hors frontière nationale, Togo. Et que donc, les statistiques qui font du Togo un pays producteur de trucs, c'est que si on dit, dans les statistiques d'un pays, mais quelle est l'origine de tel pétrole, on dit que ça vient du Togo, ben, il est évident que quand on fait l'agrégat, on trouve donc que le pays exporte du pétrole. Je dis encore que ça, c'est les informations qu'on m'a données. Je ne dis pas qu'elles sont vraies ou bien qu'elles sont fausses, mais moi, c'est les éléments qu'on m'a donnés. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit. Maintenant après, oui, moi je pense même qu'il y a des sujets comme ce sujet-là, où il ne faut même pas attendre qu'on dise qu'un député a interpellé le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement a une obligation, quand il y a des sujets à polémique, qui font que, je prends la vidéo qu'on a prise sur l'interview accordée par le ministre Robert Doucet pour n'avoir pas démenti l'info. C'est-à-dire que même si ce n'était pas une question qu'on lui a posée directement, quand on fait une introduction et qu'on dit que nous sommes un pays qui produit du pétrole et du phosphate. Donc, quand on met pétrole et phosphate, nous produisons du phosphate. Donc, quand on met pétrole et phosphate, donc ça veut dire indirectement aussi que nous produisons du pétrole. Donc, logiquement, quand le ministre ne relève pas éventuellement ce qui peut être un lapsus, je dis qui peut, parce que je ne veux pas dire qu'il est un lapsus, ça renforce encore l'idée que réellement le Togo produirait du pétrole et le cacherait. Voilà, donc moi je pense que il faut que le gouvernement doit réagir. Le gouvernement parle en témoin. On a un jeune ministre qui s'occupe des mines. En règle générale, les jeunes communiquent beaucoup. C'est pas forcément de faire une conférence de presse, mais un communiqué de mise en point peut permettre de rassurer l'opinion, parce que vous savez aujourd'hui il y a une vraie méfiance des citoyens par rapport à nos gouvernements. C'est pas uniquement au Togo, hein, aujourd'hui, c'est même une défiance qu'il y a entre le gouvernement et les populations. Et donc, du coup, tant que vous restez silencieux, vous ne dites rien, ça renforce l'idée vraiment qu'il y a quelque chose à cacher, que les gens cachent des choses. Donc, mais personnellement, comme je l'ai dit, c'est les informations que moi je vous fournis. Et vous n'affirmez pas qu'il y a production, ni le contraire, et vous attendez du gouvernement des précisions. Je pense que le gouvernement devrait clarifier les choses. Sinon, moi, les éléments que je vous ai fournis, certains sont purement empiriques, sur la base de ce que je vois, et d'autres résultent des informations que j'ai pu recueillir en tant que député sur le terrain. Alors, en tant que député sur le terrain, et pour boucler ce sujet, les citoyens que vous représentez estiment qu'il devrait y avoir une action officielle qui demande des clarifications sur ce sujet. Non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, mais vous expliquez... à la limite, si le gouvernement ne donne pas de suite, on peut lui poser la question. Mais je vous rappelle encore une fois que moi, ça fait 2 ans que je suis à l'Assemblée nationale. J'ai fait près de 19 interpellations parlementaires. J'ai eu des réponses peut-être sur 8 ou 9. Donc c'est pas parce que vous avez interpellé qu'on vous répond. Et quand on vous répond pas, vous n'avez pas au niveau de l'Assemblée de moyens quelconques pour forcer l'Assemblée, parce que le seul moyen que vous avez, c'est une interpellation parlementaire. Et pour avoir cette interpellation parlementaire, il vous faut qu'un député. Toute l'opposition a 12 des 14 députés. Donc, en réalité, vous avez une interpellation d'un député et vous avez une interpellation parlementaire. Là, c'est le Parlement qui interpelle le ministre. Mais pour le faire, il faut avoir qu'un député avant. Ben, vous n'êtes que 14, vous ne pouvez pas. Et puis, c'est même pas dit que les 14 signeront s'il y avait une interpellation. Donc,
on peut le faire, mais parfois je me dis, et comme je vous l'ai donné tout à l'heure, parfois il ne faut pas forcément attendre de faire l'interpellation. Vous pouvez, même ce que je suis en train de vous donner, ça peut être une réponse que le ministère m'a donnée. Mais tant que ça ne reste pas une réponse publique, vous ne pouvez pas je ne vais pas la dire que présenter voilà, comme je ne vais pas telle. la présenter telle. Mais je crois que normalement, nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui communique beaucoup et qui a fait de la transparence l'un des fondements de sa politique. J'espère que dans les jours à venir, on aura une précision ou bien des éclaircissements là-dessus, sans forcément attendre que ce soit les parlementaires qui fassent une interpellation. Maintenant, si on est réduit à ça, on le fera, il n'y a pas de problème. Ça coûte juste une page, j'en sais rien du tout. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Djeri Tama, président du NET et du groupe parlementaire NET PDP, en train d'évoquer les préparatifs des législatives. On a bouclé le sujet, les préparatifs des régionales, pardon. On a bouclé le sujet relatif au pétrole et la polémique autour. Maintenant, s'agissant des préparatifs de cette élection, de quoi est-il question concrètement dans vos échanges avec le ministre de l'administration territoriale? Un cadre d'échange a été mis en place. Qu'est-ce qui est concrètement préparé? Non, bah écoutez, initialement, nous étions partis sur la préparation des élections régionales. C'était ça notre première réunion. Mais pendant cette réunion-là, il a apparu qu'il y avait deux sujets connexes que chacun a exprimé librement. Et il est apparu qu'on pouvait aussi profiter de cette préparation-là pour régler certains cadres électoraux. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'on est parti de la préparation, on s'est dit, ben, tant qu'à faire, si on peut régler tous les autres problèmes, on va le faire. Donc aujourd'hui, ce n'est plus donc la préparation exclusive des régionales, mais c'est vraiment un cadre de discussion sur l'amélioration non seulement du cadre électoral, mais sur l'amélioration des relations politiques dans notre pays. Nous avons, comme vous le savez, limité ce cadre-là uniquement aux partis politiques. Donc ça va vraiment être dans lequel nous figurons. Il y a, je pense, 6 partis qui figurent, les partis parlementaires et les partis extra-parlementaires représentatifs et d'autres partis ressources. Donc je crois que, je pense même que dans cette semaine, d'ici la fin de la semaine, on aura pour le comité d'appui les premières réunions. Donc l'idée, c'est vraiment de creuser, de faire un débat dans le comité d'appui va prendre l'ensemble des questions qui ont été posées et les approfondir. Et une fois que ça a été approfondi, on se retrouve après dans le cadre général pour débattre et faire en sorte qu'au moins pour une fois, on n'aille plus à des élections en mettant des préalables et en se rendant compte que les préalables finissent par justifier les résultats. C'est-à-dire que ce qui se passe au Togo, c'est que à chaque résultat, à chaque élection, il n'y a jamais de victorieux, puisque celui qui gagne ne conteste pas, mais celui qui perd conteste. Donc faire en sorte que peut-être que la contestation politique, c'est que le déséquilibre, vous savez, je l'ai toujours dénoncé, le déséquilibre de moyens, de ressources, d'approche qui existe entre le parti au pouvoir et les autres partis de l'opposition. Peut-être qu'on puisse trouver une approche pour... on ne le résoudra, on ne l'éliminera jamais, mais peut-être qu'on peut trouver un moyen pour l'amoindrir. Hein, aujourd'hui, là où le parti au pouvoir... Je le dis toujours sans aucune honte, là où le parti au pouvoir là où le parti même d'opposition met 1000 francs, sur le terrain, le parti au pouvoir met 1 million. Donc vous comprenez que dans un pays qui a 50% de taux de pauvreté, la différence est déjà faite. Est-ce un retour à une sorte de sérénité politique, la mise en place de ce cadre? Je ne crois pas qu'on aura une sérénité définitive. Mais ce que je note aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction, c'est qu'un certain nombre de formations qui avaient autrefois l'habitude de refuser soit le débat comme il est en train de s'installer, ou alors qui avaient l'habitude de revendiquer l'exclusivité de la discussion. Vous savez, on a fait des réunions où les gens disent, bon, c'est nous uniquement. Nous avons passé 2 ans où des gens nous ont, pour nous les partis parlementaires, renié même notre existence. Des gens ont considéré que il ne fallait pas nous appeler parti parlementaire, ou il ne fallait même pas nous appeler députés, ou plutôt il fallait nous appeler députés nommés. Et donc vous avez toutes ces considérations qui sont la plupart du temps petites et beaucoup plus regrettables, mais qui, comme vous le savez, moi, ne m'ont jamais touché. Donc je crois que là, il y a quelque chose de nouveau, il y a un sens non seulement du devoir, mais du consensus, et j'espère que ça va continuer. Maintenant, après, comme d'habitude, dans nos pays, quand on ne gagne pas une élection, quelles que soient les règles qu'on a acceptées en amont, on finit par les remettre en cause.
Et l'absence du MPDD et plus globalement de la dynamique Bodro, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, après, les justifier. S'ils sont dans la contestation électorale, ils ne vont pas être dans la contestation électorale et venir participer aux discussions. Je la regrette, bien entendu. J'aurais souhaité que le MPDD, la CDPA, qui est un parti séculaire de notre pays, soit là pour cette discussion-là. Mais au même moment, si vous êtes dans une contestation électorale, vous ne pouvez pas être dans une contestation électorale et au même moment venir discuter sur l'élection prochaine alors que vous n'avez pas encore fermé la page de l'ancienne discussion. Comme vous connaissez mon opinion sur cette question, pour moi je pense que les jeux sont faits, il faut passer à autre chose. Mais bon, maintenant après, on ne peut pas forcer une formation politique non plus à participer à une discussion. Et le nom de cette concertation, la CNAP, c'est la concertation nationale entre acteurs politiques. Voilà, la concertation nationale entre acteurs politiques. Et à côté, Kanko, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que selon certaines indiscrétions, l'opposition voudrait demander la dissolution de l'Assemblée nationale pour organiser d'éventuelles élections et former un gouvernement de transition pour apaiser la situation sociopolitique. Est-ce vrai? Écoutez, chaque parti politique a son agenda. Je ne sais pas. Moi, j'ai participé aux discussions. Je n'ai pas eu l'impression que ce soit une question qui a été posée. Personne n'a remis en cause. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez la CNAP, où nous y sommes, ou l'UFCR, c'est les deux groupes parlementaires. Si vous avez le comité d'appui, où nous y sommes, et que tous les partis ont accepté ces deux compositions-là, ça veut dire que personne ne remet en cause la légitimité de l'un de l'autre. Donc, la raison pour laquelle nous ne sommes par exemple au comité d'appui, c'est parce que nous sommes une formation, nous représentons le troisième groupe parlementaire de l'opposition, c'est-à-dire que de l'Assemblée nationale. Donc, si personne n'a remis ça en cause, je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un reviendra encore dire que il faut faire des élections législatives anticipées. Mais au même moment, vous savez, moi je dis, regardons un peu ce qui s'est passé, pas en 2018, mais regardez ce qui s'est passé en 2019. On a fait les élections locales en 2019. D'abord, l'opposition a été laminée, ça c'est la première chose. Mais quand vous prenez les résultats du nombre de conseillers obtenus par les différents partis politiques, mais quand vous prenez au niveau de l'opposition, vous avez l'ANC qui s'en sort avec 129 conseillers. Juste après l'ANC, vous avez l'UFC qui s'en sort avec 44 conseillers. Et juste après l'UFC, vous avez le NET qui a 33 conseillers et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, des partis comme l'UFC et le NET n'ont pas à se justifier qui que ce soit parce que l'élection à laquelle tout le monde a participé, donc où tout le monde avait les yeux dedans, a permis quand même de démontrer que en fait, nous n'avions pas de question de légitimité. C'est pour ça que je pense que parfois quand les gens parlent, il faut regarder les résultats. Nous avons des résultats locaux, des élections locales, qui permettent en réalité de savoir qui est qui. Aujourd'hui, moi je suis d'accord que si on refait des élections, qu'elles soient législatives, l'ANC viendra en premier, comme parti le plus implanté. Mais je pense qu'après l'ANC, tous ceux qui font beaucoup de bouquins, on a les résultats des élections locales. Et ces résultats-là, aujourd'hui, c'est les références parce que d'abord, c'est les derniers résultats et c'est les dernières élections. Et c'est des élections où nous sommes allés, chacun au niveau de son parti, où nous sommes affrontés. Et nous avons vu les résultats sur le terrain. Donc voilà, moi aujourd'hui, je n'ai pas de... Vous savez, moi, j'ai vraiment aucune crainte quant à la légitimité de notre formation politique. La seule chose qu'on doit regretter, si on tire les leçons des élections locales, c'est que l'opposition a été laminée sérieusement par le parti au pouvoir. Et je pense qu'on a plus intérêt à regarder comment regagner le terrain par rapport à unir que de continuer à faire ces petites guéguerres-là qui ne rapportent rien à personne et qui ne font que diviser davantage l'opinion et les militants. Une courte pause et on prend les auditeurs en ligne. Vous l'avez rencontrée. Vous l'avez abordée, elle vous a conquis. Vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin. Fidèle, prompte, dévouée, elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur et sa douceur. Entraînez-vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. FIFA de cette leçon, toutes nos valeurs, dans un nouvel emballage, pour désaltérer sans altérer votre santé. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La parole est maintenant à vous, auditeurs, qui pouvez nous appeler pour poser vos questions à Djiritama, président du groupe parlementaire NET PDP. Auditeur en ligne, allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pelé, comment allez-vous? Allez-y, on vous écoute. Monsieur Djiritama, bonjour.
Bonjour, monsieur Pelé, bonne année. Bon, tout à l'heure, vous dites que le RPP a la meilleure position. Bon, moi, ce que je vais vous dire, si l'élection organisée au Togo est organisée par le RPP, ne peut pas juger le poids des partis politiques au Togo. Même si plusieurs partis qui prennent part sont membres de la CENI, par exemple. À la limite, le RPP ne peut pas organiser une élection au Togo pour juger le poids des partis politiques, y compris lui-même son parti. Alors, qui doit organiser cette élection pour vous, pour que les résultats soient indicateurs? Je pense que si le RPP peut comprendre, il n'est pas dans la logique, il n'est pas légitime. Monsieur Pelé, Monsieur Pelé, vous ne répondez pas à la question. À votre avis, quelle institution doit organiser une élection pour que ces résultats soient des chiffres indicateurs de la force politique des partis, à votre avis? Un jour que le RPP peut comprendre qu'il peut laisser la tête de la CENI et donner à l'opposition. Donc, pour vous, il faut un opposant comme président de la CENI pour que les résultats soient crédibles. À moins qu'une autre personne fasse du Togo. Bien. Comme l'a fait la Guinée. Bien. Merci. Ce sera tout, M. Pelé. Maintenant, M. Bentama, vous connaissez bien le Bénin. Pas du Bénin, de la géographie du Bénin. Est-ce que le Bénin a comme héritage dans le du sous-sol? Est-ce qu'actuellement le Bénin, avec son budget national, dépasse le Togo? Avec aujourd'hui le Bénin, qui n'a pas besoin de faire le péage pour les tricycles avant d'organiser une élection. Est-ce que le Togo cherche de l'argent partout, dans les fêtes des pauvres? Bien. Tout à l'heure, mon oncle à Parantaou m'a appelé, me demande comment il peut regarder M. Bentama faire le débat à l'Assemblée. Comment il peut? Mais donnez-moi la question, je vais le poser rapidement. Comment il peut vous voir? Bien, merci. Vos questions ont été notées, M. Pelé. Merci d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71, auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Gado, comment allez-vous? Très bien. Allez-y, on vous écoute. Honorable, bonjour. Mon cher frère Gado, bonjour, bonne année. Oui, honorable, vous savez, je vais toujours souhaiter d'être président. Voilà maintenant ma question. Pardon? Je l'ai toujours dit que le président sera président, que le seul président, que Dieu vous entende. Oui, merci. Bon, voilà. Votre ministre des Affaires étrangères a fait une erreur. Il n'a pas pu rectifier les dits du journaliste. Vous êtes le chef de l'État. Quelle réponse allez-vous donner à votre ministre des Affaires étrangères? On est dans des hypothèses. Merci. Monsieur Gado, il vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71, auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous vous appelez? Oui, c'est à côté. À côté, d'accord, c'est allez-y, on vous écoute. Bonjour, honorable. Monsieur à côté, bonjour. Bon, est-ce que vous, en tant que député, vous avez le pouvoir de prendre un bateau au niveau du port pour sillonner la côte togolaise pour vérifier si le Togo ne dispose pas un lieu d'exploitation de pétrole? Ce sera la seule question. Ma deuxième question, vous avez été appelé à discuter avec le pouvoir. Quels sont les sujets qui sont sur la table? Merci. Bien, merci monsieur à côté. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71, auditeur en ligne. Allô? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le président du nouvel engagement togolais est avec nous pour répondre à vos questions. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Atano. Monsieur Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, papa Sibiti. Bonne année à vous. Et cette affaire revient hein, tous les matins. On va corriger en 2021. Bon. Bien, allez-y, on vous écoute. Honorable, ce que vous venez de dire, moi, tout ce qu'il faut dans ce que c'est la paix. Après lui, tout
vous remercie. C'est à nous faire étudier. Donc, s'il fait des connexions, à nous faire, on doit aller vers la révolution. Pas une autre, un autre parti politique. Pourquoi, à votre avis, vous estimez que c'est l'ANC qui vient juste après unir? Vous vous basez sur quel résultat? Vous ne voyez pas, même mon député honorable l'a dit. Oui, il a évoqué l'implantation du parti sur le territoire. Mais oui, parce que avant, après, l'UR ou le RPC, là, c'est CFC. Et après, là, c'est le président Jean-Pierre Fabre qui draine le monde. Bien. Maintenant, si on prend un autre, non. Et puis, ce qu'il y a, la peine du pouvoir, le député, il faut m'appeler. Monseigneur Couture, ils ne sont pas allés. Moi, je suis contre, vous connaissez mon point de vue. On le connaît et votre position a été notée. Merci, M. Siviti, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Nous prenons encore un auditeur en ligne et laissons réagir l'invité. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Si nous l'avons maintenant, ce sera probablement le dernier. Alors, on va laisser directement répondre à cette première série de questions. On a eu M. Pelé de Doulassame qui voudrait savoir, d'abord, il estime que sur la base des résultats donnés, vous ne pouvez pas être sûr que le parti au pouvoir est vraiment le leader. Il faudrait une élection organisée par une CENI dirigée par soit un opposant, soit un étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, vous savez, jusqu'à ce jour, on a une CENI qui est sur le modèle 7-7-1, c'est-à-dire que 7 du parti au pouvoir, 7 de l'opposition et puis 1 de l'administration. Non, je pense, on va dire même 7-7-2, parce qu'il y a un de l'administration et un de la société civile. La société civile également. Voilà, donc je crois que fondamentalement, on a quand même entre le parti au pouvoir et les partis de l'opposition un certain nombre, une certaine égalité. Mais en fait, c'est pas le nombre qui joue. C'est-à-dire que quand on fait une élection et que, comme sur la base des élections locales, c'est pour ça que c'est exprès que j'ai pas d'élections locales, parce que c'est les élections qui n'ont pas fait l'objet de contestation à l'issue. Les élections présidentielles, donc on en a parlé, il y a toujours une contestation. Les élections législatives, on va dire que certaines personnes vont côté, mais les élections qui n'ont pas fait l'objet de contestation particulière, c'est les élections locales. Donc du coup, s'il y a une référence qu'on doit prendre, c'est les élections locales. Et le rôle de la Cour suprême avait été même la Cour d'appel, la Cour suprême, pardon, avait été saluée à l'époque. Bien entendu, pas tout le monde, pas tous les acteurs. Donc c'est pour ça qu'il dit que s'il y a une élection référence qu'on peut prendre aujourd'hui, c'est les élections locales, qui ont permis de voir réellement le poids de chaque formation politique, même si toutes les formations politiques n'ont pas présenté des candidats partout. Mais quand vous avez la possibilité d'en présenter partout, vous en présentez partout. Ça, on n'en a pas. Ça veut dire que, en fait, votre capacité aussi assez limitée. Donc c'est pour ça, jusqu'à ce jour, moi, je fais référence aux élections locales et en disant, quand on fait les élections locales, dans l'ordre de passage et d'importance, vous avez UNIR, qui est très loin, premier centre, deuxième. Après, vous avez la NC, vous avez l'UFC, vous avez le NET, et ainsi de suite. Comparaison entre le Bénin et le Togo. Le Bénin qui n'a pas véritablement de ressources minières, mais qui, visiblement, s'en sort mieux financièrement que le Togo. D'abord, il faut comparer les choses qui sont comparables. Le Bénin a une superficie qui est supérieure à celle du Togo. Le Bénin a une population qui est supérieure à celle du Togo. Et puis, moi, je ne connais pas le Bénin, contrairement à ce qu'il est en train de dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis pied au Bénin. Mais vous savez aussi qu'il y a des questions de gouvernance. Aujourd'hui, si vous parlez de la gouvernance au Bénin, il y a des gens qui vont vous dire que j'ai même écouté des analystes qui félicitaient le Togo en termes de gouvernance par rapport au Bénin. Aujourd'hui, vous avez la plupart des opposants qui sont même quasiment en fuite au Bénin. Donc voilà, après, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir si on veut jeter l'eau du bain et le bébé avec. Il pense que la pression fiscale est un peu trop élevée. Ici, il dit qu'on prend de l'argent dans les poches des pauvres. Après, quand on parle de pression fiscale, bon, moi, c'est l'affaire des tricycles. Il y a eu une annonce qui a été faite lors d'un conseil de ministres, mais qui n'est pas encore mise en place. On ne sait pas si ils disent que les réflexions sont en cours. Oui, bon, les réflexions sont en cours. Donc, honnêtement, je ne veux pas comparer la pression fiscale des deux pays, parce qu'on a quelque chose même qui est assez symptomatique dans notre pays. En réalité, vous avez que 10% des activités économiques qui sont formelles au Togo. 90% des activités économiques est dans l'informel. Donc, en réalité, la pression fiscale, elle est élevée parce que l'assiette fiscale est réduite.
réduite. Donc plus on arrivera à élargir l'assiette fiscale, peut-être en ce moment-là, la pression fiscale va baisser. Aujourd'hui, c'est les grandes sociétés qu'on presse comme des citrons. Quand tu es dans l'informel, tu ne payes pas réellement de l'impôt. Hein. Donc, je comprends aussi que indirectement, l'État essaie de se dire, mais comment est-ce que je fais pour récupérer une partie de la fiscalité que je perds à cause de l'informel? Donc voilà, mais je ne veux pas, voilà, je veux pas faire de comparaison, j'aime pas faire les comparaisons. Et à quand un débat public à l'Assemblée nationale, comment est-ce que les gens peuvent y avoir accès? Ben, écoutez, moi depuis longtemps, j'ai demandé quand nous sommes à l'Assemblée pour voir si la télévision ne peut pas transmettre nos débats, mais au même moment, excusez-moi, les débats de l'Assemblée nationale, il y en a qui font de 8h, 9h, 10h. Et je rappelle quand même que les séances, les plénières à l'Assemblée nationale sont ouvertes. Et ce que moi je fais, tout le monde me le reconnaît, à l'issue de l'adoption de chaque texte, non seulement je viens expliquer sur ma page Facebook, et je rappelle aussi que je ne fais que du texte. Donc même les gens qui naviguent gratuitement, par exemple sur Move, arrivent à lire les textes, donc je mets et les textes et les liens de tous les textes qui ont été développés, mais c'est tout ce que je peux faire. Mais je rappelle aussi que par rapport au coût de connexion au Togo, si vous mettez ça en ligne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont suivre. Donc la télévision nationale pour la retransmission de ces débats. La télévision nationale fait des résumés. Chaque fois qu'on fait une plénière, fait des résumés. Mais quand vous avez un débat qui dure, moi-même tout seul, vous me prenez, moi-même je parle au moins déjà entre 30 minutes et 1 heure. Moi tout seul. Donc quand vous prenez des débats qui durent 3 ou 4 heures, ben, même si vous le transmettez en direct, il faudra que l'Assemblée nationale sa chaîne. Aujourd'hui, moi je pense qu'avec la révolution technologique, on peut avoir une chaîne comme en direct, comme on est en train de le faire chez vous ici. Il faut qu'ils y réfléchissent, mais en dehors de ça, nous on essaie de restituer ce qu'on fait à l'Assemblée. Alors si vous étiez président de la République, comment réagiriez-vous suite au déroulement de cette interview où le ministre Robert Doucet n'a pas fait de rectificatif s'il fallait? On n'a pas besoin d'aller au président de la République, on a un chef de gouvernement qui est le Premier ministre. Il y a 3 hypothèses. La première, c'est une rectificative du gouvernement, je suis par exemple dans le Conseil des ministres, ou bien le ministre en question revient sur son lapsus, ou bien, moi je pense que c'est la meilleure voie, c'est le ministre en charge des mines, qui fait un communiqué de presse, bon, les conférences de presse sont rares au Togo, qui fait un communiqué de presse et qui précise en réalité. Et monsieur à côté voudrait savoir si en tant que député, vous auriez le droit de prendre une navette et de circuler de long en large, parcourir les eaux togolaises pour vérifier s'il y a une plateforme ou pas. Innocent, il y a au demande si l'Assemblée nationale ne peut pas initier une enquête parlementaire. Oui, il faut une enquête parlementaire, mais c'est là aussi, je le dis, pour faire une enquête parlementaire, il faut une résolution. La résolution, c'est 15 députés d'abord. Donc, si vous n'avez pas 15 députés, vous ne faites pas une résolution. L'ensemble des députés de l'opposition sont 14. Donc, soit alors la majorité s'associe à la résolution pour faire la commission d'enquête, mais s'il faut compter uniquement sur les députés de l'opposition, ben, c'est mort. C'est pour ça qu'en réalité, quand vous regardez l'ancienne législature, avec le nombre qu'on avait au niveau de l'opposition, avait plus la capacité à faire tout ce que sont dans l'ancienne législature, parce qu'ils étaient à peu près 29. Là où aujourd'hui nous sommes 14 et nous sommes complètement amoindris sur un certain nombre d'initiatives parlementaires. Et puis, M. Sibiti pense que le plus important, c'est la paix. Il est d'accord avec vous qu'après unir, la force politique suivante, c'est l'ANC. Oui, bon, maintenant, après, je pense qu'on peut se permettre de dire que si on se fie uniquement aux élections présidentielles, qu'après unir la force politique, c'est la coalition... Non, c'est la coalition, parce que c'est beaucoup de partis, mais quand vous prenez beaucoup de partis... les candidats du MPDD. Voilà. Non, mais là, ça ne peut pas être parce que ce n'est pas le MPDD qui est allé aux élections, mais sa coalition Koduro. Donc, vous avez un certain nombre de formations. Mais officiellement et sur le papier, c'était le MPDD qui était la dynamique derrière. Au même moment, il ne faut pas être dupe. Si vous sortez d'une élection locale, où vous avez l'ANC qui s'en sort avec 129 députés, et le MPDD s'en sort avec, non pas députés, conseillers, et le MPDD en a 25, même si on considère que Josué a eu la capacité de transformer l'eau en vin, à l'élection, une année plus tard, vous ne pouvez pas avoir le même parti tout seul qui vous fait 20% de la chose. Donc la coalition, en fait, je trouve qu'ils ont trouvé un bon nom, la dynamique. C'est cette dynamique en réalité qui a porté le petit. Mais je ne pense pas que le poids réel des partis ait changé, sérieusement, entre les deux élections. Si on fait une élection demain, sans la dynamique, avec les partis qui vont concourir, on aura les mêmes résultats. Nous serons quatrième. Alors nous
sommes presque à la fin de ce débat. Quel sera votre mot pour clore? Non, moi je pense que M. Spitel dit une chose aujourd'hui, nous sommes dans une sous-région qui est quand même assez stable, il faut que nous continuions à cultiver non seulement la paix, mais que nous continuons à être des auxiliaires de la dynamique de sécurité. C'est-à-dire que chacun doit être vigilant pour pouvoir déceler